Bonjour. Alors, j'ai pour vous dans cette séance deux bonnes nouvelles. Décidément, aujourd'hui, c'est la journée des bonnes nouvelles. La première nouvelle, c'est que c'est la dernière séance de secours. Elle est mauvaise? Elle est mauvaise? Non, moi j'ai cru que lorsqu'on parle de la dernière séance pour les étudiants, c'est une bonne nouvelle. C'est la première fois que les étudiants ils disent que c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Alors il faut se mettre d'accord. Mauvaise ou bien mauvaise. Alors la bonne nouvelle, la deuxième, c'est que je vais rester avec vous pour le S3. La deuxième partie du secours, parce que nous allons terminer la première partie du droit administratif, comme nous l'avons vu. La première partie, c'est l'organisation administrative. La deuxième partie, c'est l'action administrative. Alors, nous aurons le plaisir de la terminer l'année prochaine. Je serai avec vous, si je reste vivante, bien sûr, Inch'Allah. Alors, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Il y a une troisième. La troisième, c'est qu'aujourd'hui, nous allons clôturer notre séance, bien notre cours, par un chapitre extrêmement gentil. Si on peut dire le chapitre le plus gentil de l'organisation administrative, dans la mesure où nous allons traiter la question des établissements publics, à savoir ce qu'on appelle la décentralisation par service. C'est un chapitre là où il n'y a pas beaucoup de complications, là où il n'y a pas trop de détails comme nous l'avons vu pour les collectivités territoriales ou bien pour les principes généraux. C'est dans ce sens que je voulais vous encourager à venir l'année prochaine chez moi et j'ai préféré terminer le cours par un chapitre très très gentil pour vous et moi. Bien. Alors, nous allons traiter aujourd'hui la question, je disais, de la décentralisation par service. Un petit rappel de la dernière séance, une petite récapitulation de la dernière séance. Comme d'habitude, je vais la faire moi-même, aujourd'hui par dérogation, juste par dérogation, parce que ça va nous permettre de faire la liaison avec le chapitre actuel. Alors, comme vous savez, nous avons déjà étudié la décentralisation territoriale. Et dans le cadre du chapitre 1, nous avons étudié les principes généraux régissant, bien qui encadrent l'organisation administrative. C'est là où je vous ai parlé de, si j'ose dire, l'architecture de l'État marocain. Alors, l'architecture de l'État marocain, nous avons vu qu'il s'agit de la centralisation. Dans la décentralisation, nous avons la concentration et la déconcentration. Et nous avons vu qu'il y a d'autres piliers, à savoir la décentralisation. Et dans le cadre de la décentralisation, je vous ai dit que dans le cadre de la décentralisation, faites attention. Si jamais, par exemple, on vous dit la décentralisation tout court, alors, si vous voulez, au fur et à mesure, vous pouvez prendre note. Si on vous dit la décentralisation tout court, eh bien, vous allez évoquer aussi bien la décentralisation territoriale et la décentralisation par service. Alors, si, je répète, vous pouvez prendre note. Alors, si on vous dit la décentralisation tout court, comme ça, décentralisation point. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez parler de deux volets. La décentralisation territoriale, premièrement. Deuxièmement, la décentralisation par service. La décentralisation par service, il a aussi un autre synonyme. C'est la décentralisation technique. Et il y a la deuxième option. Deuxième option de la question. On peut avoir la décentralisation territoriale. C'est-à-dire qu'on a ajouté ici quoi? Un adjectif qualificatif. Alors, dans le cadre de la décentralisation territoriale,
décentralisation par service, alors la décentralisation par service, il a réalisé par ce qu'on appelle les établissements publics. Alors, pour récapituler, alors on peut avoir décentralisation tout court. Alors, décentralisation tout court, sans adjectif qualificatif. Alors, dans ce cas, je vais parler de la décentralisation territoriale intégrale des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, nous avons quoi? Région, province, préfecture et commune. J'ai deuxième volet. Alors, c'est la décentralisation technique ou bien équivalent par service. Mais vous ne faites pas comme ça fait, je crois, 2 ans à 3 ans, j'ai donné la question décentralisation par service. Alors, on va dire, madame, le cours, vous parlez, l'intitulé, c'est la décentralisation technique. C'est la même chose. Vous n'avez pas compris, la décentralisation technique, c'est la décentralisation par service. Alors, la décentralisation par service, alors là, il est réalisé par les établissements publics. Ça, si jamais vous avez la décentralisation sans adjectif qualificatif, c'est comme ça. Parce que, pourquoi je insiste sur cette subdivision, ou bien sur cette clarification? Parce que le langage courant, ou même des fois même au niveau des praticiens, lorsqu'on dit la décentralisation, automatiquement, ça vient à notre esprit des collectivités territoriales. Peut-être que le langage courant entre nous, les discussions ailleurs, peut-être on va s'entendre, on va parler de collectivités territoriales. Mais ici, lorsque vous êtes dans un domaine très spécialisé, surtout la matière de l'organisation administrative, eh bien, vous pouvez se spécialiser davantage dans la mesure aussi vous trouverez des centralisations tout court. Et objectivement, eh bien, systématiquement, vous allez développer les deux. Si jamais vous occupez la première, c'est-à-dire que la réponse, elle est incomplète. Vous avez donné uniquement 50%. Alors, plusieurs questions se posent dans ce cas. Lorsque j'entends décentralisation technique, il y a décentralisation par service, eh bien la question qui se pose, quelle est la différence entre la décentralisation par service et la décentralisation territoriale? Logiquement parlant, c'est la réponse, ou bien c'est la question qui se pose avec acuité, dans le sens où ça va poser une autre question. Sur quels critères on va se baser pour faire la différence entre la décentralisation territoriale et la décentralisation par service? Nous allons maintenant faire le chapitre 4, notre chapitre extrêmement gentil. Alors, on va parler de la concrétisation de cette décentralisation technique. Alors, autrement dit, dans le chapitre 1 de ce cours, nous avons parlé de la décentralisation par service. Maintenant, dans le chapitre 4, on va étudier comment elle est réalisée, comme on l'a fait avec les 2 autres chapitres. Nous avons vu la déconcentration. Le chapitre 2, nous avons vu comment il est réalisé. Nous avons étudié la concentration, et bien nous avons vu par la suite comment il est réalisé. Et nous avons déjà vu la décentralisation territoriale, alors nous allons voir comment on est réalisé. C'est juste, entre parenthèses, puisqu'on est à la phase de la préparation des examens. Si jamais, par exemple, vous avez une question comme celle-ci, comment noter? Alors vous allez me dire, décidément, ce n'est pas la journée de bonnes nouvelles, parce que du moment qu'on parle de la question des examens, eh bien c'est une mauvaise journée. Vous allez changer d'avis. Mais on est en train de travailler les questions d'examen. Depuis la première séance de secours jusqu'à la fin, on est en train de travailler les séries de questions. Par exemple, si on vous dit, c'est pas moi qui va vous dire, on vous dit comment la décentralisation territoriale
il y a ici le mot-clé. Comment la décentralisation territoriale et la décentralisation technique sont-elles réalisées au Maroc, bien au niveau de l'organisation administrative marocaine? Je peux avoir une réponse. D'abord, je prends le mot-clé ici. C'est comment? C'est le comment. Comment? Un autre mot-clé. Décentralisation territoriale, décentralisation par service. Il n'y a pas un autre mot. Où est le chef? Où est le chef? Voilà. Les mots-clés que vous avez, comme Khadija a évoqué, la décentralisation, comment. Mais le mot le plus important ici, c'est celui de réaliser. Réaliser, c'est-à-dire quoi? L'application. Ah bon. Est-ce qu'on va répondre ici le chapitre 1? Non. Allez, pourquoi? Parce que le chapitre 1, nous avons vu la théorie de l'organisation. Le chapitre 2, 3, 4, nous sommes passés l'application. Alors ici, deuxième volet, c'est que nous allons mettre le pied chapitre 4, ou l'autre pied chapitre 3. Pourquoi? Parce que la décentralisation territoriale est réalisée par les 3 collectivités territoriales au Maroc et il y a le chapitre 3. Et le chapitre 4, c'est l'établissement public qui nous réalise. D'ailleurs, vous avez vu l'intitulé de mon chapitre. J'ai mis ici le chapitre 4. Je n'ai pas mis la décentralisation par service. Qu'est-ce que j'ai mis? L'établissement public. Parce que là, je suis en train, bien nous allons étudier l'application. La réalisation, c'est-à-dire l'application. Ça, c'est un ensemble de questions qui vous aident à opter pour ce qu'on appelle le raisonnement juridique. Le raisonnement juridique, au lieu juste de faire le carterie, ça c'est un moyen d'apprendre le raisonnement juridique dès la première année de vos études. Alors, nous allons voir, j'ai posé la question au début, quelle est la différence entre la décentralisation territoriale et la décentralisation par service. À la fin de cette séance, nous allons faire un tableau ici pour faire la comparaison. Mais avant d'arriver à ce tableau, je préfère expliquer les éléments qui déterminent l'établissement public. À la fin, nous allons opter pour un tableau de comparaison. C'est dans ce sens que nous allons étudier les principes de l'établissement public. Alors, les principes. Nous allons voir par la suite les catégories des établissements publics. Et nous allons voir aussi un autre élément, à savoir la création des établissements publics, qui sera le premier élément. Cependant, avant de passer à ces 3 éléments, il convient de définir l'établissement public. D'abord, le premier élément de la définition, c'est que nous sommes, qui va nous aider, c'est que nous sommes dans le cadre de l'organisation administrative. Nous sommes en train d'étudier les différents types de l'administration. Il y a des administrations, des administrations au Maroc, et d'ailleurs même en France. Alors, ce qui fait la définition, c'est que c'est une personne morale de droit public. Et lorsqu'on dit une personne morale de droit public, c'est-à-dire qu'il y aura des conséquences aussi bien sur son organisation interne administrative que sur ses moyens. N'est-ce pas? Nous avons vu le cas des arrondissements dans le cadre du système de l'unité de la ville. Nous avons vu qu'ils sont dépourvus de cette qualité. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'ils exercent leurs compétences sous la supervision et le contrôle du conseil communal. Et nous avons vu qu'ils ont un budget, mais il est intégré que le budget de la commune. L'inconvénient, le point, il n'existe pas au niveau des établissements publics.
les collectivités territoriales, ce sont des personnes morales de droit public. Et la personnalité morale de droit public, elle a des conséquences et elle a des répercussions sur leurs organes et sur leurs moyens. Ça, c'est le premier élément. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pris les collectivités territoriales. Deuxièmement, nous avons l'objet. On se demande pourquoi un établissement public où nous avons vu la concentration, la déconcentration, décentralisation territoriale. Décentralisation territoriale, il y a 3 échelons. Pourquoi la création d'autres personnes morales de droit public? Figurez-vous, lorsqu'on dit la création d'un service public ou bien d'une administration, en général, c'est équivalent à des moyens humains et des moyens financiers et des moyens techniques. Tu ne vas pas créer une personne morale sans avoir le local. Et le local, c'est systématiquement, bien automatiquement, des moyens. Ça va nécessiter un budget pour la construction, ça va nécessiter un personnel humain, bien sûr, pour travailler, ça va nécessiter les moyens techniques, ça va nécessiter les moyens financiers. Toutefois, la création de chaque personne morale, il a un objectif. C'est dans ce sens qu'on va répondre à la question et on va maintenant s'écarter un petit peu des collectivités territoriales. Eh bien, l'établissement public, il a pour objet d'individualiser certaines activités des collectivités publiques. Alors, je répète, il s'agit d'individualiser les activités de certaines collectivités publiques. Je m'explique. Alors, lorsqu'on parle des collectivités publiques, on parle bien sûr de l'État et des collectivités territoriales. Alors, les collectivités publiques, elles ont un certain nombre de compétences qu'il exerce, une série de compétences qu'il exerce, et pour donner une particularité à certaines activités, elle les individualise, elle se spécialise et elle leur donne un caractère autonome. Le fait de les individualiser, alors on dit ici se spécialiser. Alors on procède à la création d'une autre personne morale de droit public qui va se spécialiser dans une activité donnée. C'est dans ce sens que le deuxième élément, les principes de l'établissement public, nous allons voir un principe qui est fondamental, c'est le principe de la spécialité. Par opposition des collectivités territoriales, dans le cadre des collectivités territoriales, nous n'avons pas vu le principe de la spécialité. Qu'est-ce que nous avons vu dans le cadre des collectivités territoriales? Rappelez-moi. Non, les compétences, parce que j'ai dit. Attendez. J'ai dit, les collectivités publiques, elles exercent un certain nombre de compétences. Il y a certaines compétences parmi les groupes qui nécessitent une gestion particulière. Alors la personne, ou bien la collectivité, qu'est-ce qu'il fait? Il les individualise et procède à la création d'une autre personne morale pour se spécialiser dans l'activité donnée. Alors là, les collectivités territoriales, nous avons vu
que les collectivités territoriales exercent un certain nombre de compétences. Est-ce que la collectivité territoriale est spécialisée d'une seule compétence? Non. Alors là, c'est la différence fondamentale. Il y a d'autres éléments de différence, mais là, c'est une différence fondamentale et majeure entre la décentralisation territoriale et la décentralisation par service. Je m'explique. Alors, nous avons vu dans le bloc des compétences des collectivités territoriales. Le bloc des compétences des collectivités territoriales. Wow. Alors nous avons compétences propres. Enfin, les compétences propres. Nous avons vu qu'il y a toute une série. Vous vous rappelez, je vous dis, je ne peux pas vous citer l'ensemble des compétences, mais je me facilite. Vous faites dans le rapport de 2015 et sont énumérées. Nous avons les compétences quoi? Transférées. Les compétences transférées, toute une série. Et les compétences partagées. Et là, toute une série de compétences. Alors ici, la série des compétences. Est-ce qu'il y a une spécialité? Non. Les établissements publics, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, la collectivité X, le patrimoine immédiat. Il y a une série de compétences qui sont nombreuses. On va prendre les compétences, par exemple, le transport. Le transport, nous avons vu qu'il fait partie des attributions de la commune. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va l'individuer. C'est juste un exemple. Ou bien la collectivité publique au niveau de l'État. Par exemple, X. Alors, on va individuer. Par exemple, l'enseignement au niveau de l'État. Par exemple, le cas, c'est des universités. Les universités, ça, c'est un établissement public. Si on peut choisir la collectivité publique ou la collectivité territoriale. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on ne va pas nommer l'activité. Une activité X, alors, on va l'individualiser dans un cadre autonome, indépendant. Alors, autonome, soit qui compte l'enseignement supérieur, soit qui compte le transport. Nous avons une série d'établissements publics qui sont autonomes. Bien sûr, là, je vais individualiser une activité. Alors, il faut un cadre de gestion. C'est dans ce sens que, par exemple, ce que nous appelons le transport, l'enseignement, ce sont des activités qui sont très très importantes, ce qu'on appelle des services publics de base. Que sinon, des services publics de base pour un citoyen. Alors, on procède à la création d'une personne morale de droit public, n'est-ce pas? Alors, la création d'une personne morale de droit public qui est autonome. Mais attention, mais elle est encore autonome, je suis indépendante. Elle est autonome et elle reste liée, rattachée à la collectivité qui l'a créée, soit ministère pardon, des ministères, peut-être une région, parce qu'on commune, province ou préfecture. Vous avez compris maintenant la différence? Alors, la différence entre la décentralisation territoriale et la décentralisation par service. On l'individualise, on crée une personne morale de droit public et l'activité est exercée dans ce cadre, d'abord dans ce cadre, et elle reste rattachée à de la collectivité qui l'a créée. On présente maintenant la définition. Par la suite, on va se spécialiser davantage. Deuxième élément de la réponse. Alors, du moment qu'on dit personne morale de droit public, autonome, c'est-à-dire qu'il y aura des incidents aussi bien sur les moyens financiers, c'est dans ce sens qu'on dit
si, par exemple, le conseil communal, il exerce une compétence, une compétence X, par exemple, les déchets, la gestion des déchets. Lorsqu'on veut, par exemple, payer, c'est à partir du budget de la commune. On dit budget de la commune. Par contre, si l'activité X elle est individualisée et elle devient autonome, alors il aura un budget autonome. Et il y aura le deuxième incident, et la deuxième conséquence, c'est au niveau des organes. L'autonomie financière, elle est toujours précédée par l'autonomie des organes. On ne peut jamais parler au niveau des organes et au niveau du budget, car on n'a pas d'autonomie des organes et du niveau. Par exemple, ici, au niveau des établissements, alors, on va se limiter ici parce que je dois passer la création pour ne pas vous comprendre les choses. Est-ce que la présentation est claire jusqu'à maintenant la notion? La présentation. Maintenant, on va passer la création, on va passer les principes et on va passer par la suite les catégories des établissements publics. C'est juste une petite remarque. Le chapitre, c'est vrai, il est gentil. Le cadre de l'organisation administrative. Mais le cadre de l'action, il y aura un autre chapitre, il n'est pas si gentil, pas tellement, parce que nous allons voir les formes de l'action administrative. Pour faire les formes de l'action administrative, nous allons étudier, Inch'Allah, les services publics. Ouais, les établissements publics, c'est une forme de gestion de services publics. C'est dans ce sens que la première année, on a décidé de rester gentil et de n'évoquer qu'une des formes de la gestion des services publics. Dans l'action, on va étudier les services publics tout court. Maintenant, lorsqu'on dit la forme de la gestion d'un service public, automatiquement, j'ai dit, il s'agit de la création. La création d'une personne morale de droit public. Dans la collectivité, ou l'État en général, nous avons un certain nombre des intervenants qui interviennent dans l'action de l'État. Alors, automatiquement, on se pose la question suivante: qui a le droit de créer un établissement public? Cependant, avant de répondre à cette question, il faut dire que nous avons deux catégories des établissements publics. Alors, je répète, puisqu'on dit qu'il s'agit de la création d'une personne morale de droit public, eh bien, on se demande qui a le droit de créer cette personne publique, ou bien un établissement public. Cependant, on ne peut pas répondre directement à la question parce qu'il faut expliquer un constat, à savoir qu'on ne parle pas des établissements publics tout court, comme je viens de le dire, parce que nous avons deux catégories des établissements publics. Et là, nous avons deux catégories des établissements publics parce que tout simplement, nous avons deux clans, si on peut dire, deux clans des collectivités publiques. Le clan qui relève de l'État et le clan qui relève des collectivités territoriales. C'est dans ce sens. Là, l'autre jour, je vous ai dit, en tant que juriste, la première règle qui se pose pour répondre à une question, c'est que on doit chercher dans le texte. Il ne faut pas chercher trop loin. La première règle des études juridiques, c'est que tu dois répondre à une question à partir d'un texte juridique. Si tu n'as pas le texte juridique, le droit administratif, on passe les règles de la jurisprudence, le droit administratif juridique. Ce qui fait la création d'un établissement public est, au niveau national, elle est du ressort du législateur en vertu de la Constitution marocaine. Alors la Constitution marocaine, elle attribue la compétence, il y a le pouvoir de créer un établissement public national, au niveau national,
Alors, au niveau national, alors, en vertu de la Constitution marocaine, cette compétence, bien ce privilège, qui est accordé le législateur. Nous avons le deuxième clan, c'est celui des collectivités territoriales. Alors là, il faut s'arrêter. Voilà, la réponse, elle est donnée par les textes. Figurez-vous, nous avons 3 lois organiques. La loi organique des régions, la loi organique des provinces et préfectures, la loi organique des communes. Alors, automatiquement, en préparant mon cours, bien sûr, je vais me référer les articles de la loi, bien de 3 lois. La question ici, bon, elle est donnée. Bon, pour ne pas vous compliquer la vie, elle est donnée par les 3 lois. C'est juste que dans ce cas, il y a une question. Du moment qu'on dit les collectivités territoriales, figurez-vous, nous avons 2 organes. L'organe exécutif délibérant, nous avons le conseil et nous avons l'exécutif. Alors nous avons 2 organes. À votre avis, alors logiquement parlant, il va être créé par quel organe? Très bien. Alors que ce soit au niveau des régions, que ce soit au niveau des provinces et préfectures, que ce soit au niveau des communes, c'est le conseil délibérant qui a le droit, on dit il délibère sur la création de quoi? De l'établissement public, soit communal, soit régional, soit provincial. Alors, tiens, je vais revenir au chapitre 1. Donc, la fameuse règle de la diversité. Oh, j'ai été la complémentarité. Alors, décidément, ce n'est pas une bonne journée pour que je croie. Si on veut l'appliquer ici, alors là, nous avons les établissements publics communaux. Alors, ils s'appellent les établissements publics communaux. En fait, les établissements publics communaux, il s'agit de réunir plusieurs communes. C'est ce qu'on appelle la coopération intercommunale. Alors, on l'appelle l'intercommunalité. C'est quoi la coopération? Alors, plusieurs communes, d'un commun accord, ont soit 2, soit 3 qui sont liés, bien sûr, territorialement. Alors, elles décident de créer un établissement public communal. Est-ce que là, ce n'est pas une application de la complémentarité et de la collaboration dans le cadre de l'organisation administrative? Chaque commune, il a ses propres compétences, mais ils peuvent créer, bien avoir la complémentarité et agir dans le cadre de ce qu'on appelle la coopération intercommunale. Bien. Nous avons la deuxième voie. Alors, là, le Maroc, on n'attend pas le problème. Alors, généralement, lorsque le texte donne la solution, eh bien, pas de problème. Là, en général, si jamais, parce que figurez-vous que l'introduction générale, qu'est-ce que je vous ai dit? On va étudier le droit administratif marocain, mais on va aussi étudier, puisque c'est d'essence française, mais on va aussi étudier la doctrine en général. Si jamais il y a le silence du texte, qu'est-ce que ça veut dire le silence du texte? Là, par exemple, nous allons prendre la loi relative à l'organisation communale, on va fouiller les articles et on ne va pas trouver l'article qui dit que tel organe il est compétent pour créer un établissement public. Quelle règle on va appliquer ici? La jurisprudence. Qu'est-ce qu'il dit ici? La règle, je vous ai dit qu'on va étudier davantage d'une manière spécialisée, Inch'Allah, l'année prochaine. Lorsque nous avons le silence d'un texte, quelle règle? Plus fort. Quelle loi organique?
citoyen qui a le droit de créer un établissement public. Moi, je vous parle en général. Si jamais la loi ne prévoit pas l'autorité compétente pour créer un établissement public, quelle règle on va appliquer? On en a parlé il y a quelques semaines. L'autorité, on va voir le commentaire d'arrêt l'année prochaine, Inch'Allah. On va faire un commentaire d'arrêt à distance. L'autorité qui a créé l'organe ou bien l'établissement public, c'est elle qui a le droit de se prononcer sur sa suppression. Lorsqu'on a le texte qui dit, voilà, telle autorité, il est compétent quant à la création d'un établissement public. Et pourtant, il ne parle pas de la suppression. Figurez-vous, il s'agit d'un service public. On peut créer un service public que on peut procéder à sa suppression. On a créé, par exemple, on a créé un établissement public communal. Il se peut que ça va durer pendant 10 ans, 15 ans. Il se peut que ça va durer. C'est-à-dire la fin. Lorsque la loi organique ne prévoit pas l'autorité compétente pour la suppression, eh bien ici, on applique ce qu'on appelle la règle du parallélisme des compétences. Ah oui. Alors, je refais l'explication de notre autrement. Je parlais. Le premier élément, nous avons la création des établissements publics. Et parallèlement à toute création, nous avons la suppression, la fin. Bien. La loi organique, il dit que, ou la loi X, tel organe, il est compétent quant à la création de tel établissement. Et parallèlement, il dit, voilà l'autorité compétente qui a le droit de se prononcer sur sa suppression. Vous êtes d'accord avec moi maintenant? Vous êtes à jour. Si jamais nous avons ce qu'on appelle le silence d'un texte, c'est-à-dire le texte est là, prévu l'autorité compétente quant à la création, mais il ne s'est pas prononcé sur la suppression de cet établissement public. Il n'a rien dit. Alors, il a appuyé sur ça. Alors, soit l'activité en question, elle a pris fin. Alors, la personne X, la personne, elle a été créée pour assurer une activité, par exemple, les déchets, la construction, une activité X, et après une année, 2 ans, l'activité, il a été satisfait. Automatiquement, avec l'établissement, alors, par exemple, au niveau communal, avec l'établissement, ça va prendre fin. Après l'expiration de l'activité en question. À part le cas, nous avons un autre cas. Les membres de l'établissement public, ils vont se réunir tous ensemble et ils vont décider de mettre fin à cet établissement. Là, par exemple, nous avons créé un établissement. On a travaillé 2 ans, 3 ans, 4 ans, et par la suite, on va se réunir tous ensemble, on va se mettre d'accord de mettre fin à cet établissement. Troisième cas, il y a de la règle, ce qu'on appelle le parallélisme des compétences. Sur le parallélisme des compétences, on va le voir davantage. D'ailleurs, quand il fait de l'affaire célèbre, il y a quelques fonctionnaires de l'État, un directeur qui a été nommé par Daher, et par la suite, il a été révoqué de son travail par un ministre. Alors, dans ce cas, la jurisprudence est intervenue et a appliqué ce qu'on appelle le parallélisme de compétences. J'ai été nommé par Daher, je dois être révoqué par Daher. Je suis établissement public, je suis créé par le conseil communal, ma fin doit être prononcée par le conseil communal. Je suis établissement public au niveau national, j'ai été créé par le législateur. C'est le législateur, ce n'est pas le chef de gouvernement qui va mettre fin à mon activité. C'est ce
Maintenant, on va passer les principes. Alors, nous avons le principe de rattachement et le principe de la spécialité et le principe de commandement. À vrai dire, avec les principes, je les ai déjà expliqués parallèlement. Maintenant, on va prendre l'habitude de faire un petit chapitre. Si je vous dis le principe de rattachement à une collectivité, alors ils sont indissociables les trois principes. Ils sont indissociables. Alors, lorsqu'on dit le principe de rattachement à une collectivité publique, le principe de rattachement à une collectivité publique, et je vous ai dit, nous avons les trois principes qui sont indissociables. Alors, ils sont indissociables de leur sens l'un contre l'autre. Le principe de rattachement, c'est équivalent à ce que l'établissement public en question qui a été créé, il reste rattaché à la collectivité qui l'a créé. Il n'est pas indépendant, il est autonome. La fameuse règle qu'on vient de la voir, l'autorité qui a créé, c'était qui a le droit de se prononcer sur la suppression. Excusez-moi. Alors, l'autorité qui a créé, c'était qui a le droit de se prononcer sur la suppression, et bien là, c'est une application de cette règle de rattachement. Il n'est pas indépendant, nous avons là le cadre des collectivités territoriales. On l'a dit autrement. Le lien, alors nous avons dit que les collectivités territoriales, elles sont autonomes, indépendantes. Oui. Ils sont toujours rattachés au centre. Comment? Par quel moyen? Le contrôle. Quel contrôle? La légalité. Très bien. C'est pour cela qu'on dit autonome. Elles ne sont pas indépendantes. Alors nous avons deuxième élément de rattachement. Là, ici, je vais vous l'expliquer. Alors, par exemple, une collectivité publique X, là on ne va pas donner le nom, elle va créer l'établissement public. Alors, commune, alors là, on ne va pas dire immatériel, alors, collectivité, un établissement public, un autre lien de rattachement, c'est que les organes de la collectivité, ils sont représentés dans le cadre de l'établissement public. Exemple, dans le conseil communal X, avec un autre conseil communal, et avec eux, ils vont décider de créer un établissement public. Eh bien, le conseil d'administration de cet établissement public, il est constitué des présidents de ces communes. Ils sont là, le conseil d'administration, ou bien leurs délégués. Toute collectivité publique qui va créer un établissement public, même au niveau des ministères, on va trouver là ce qu'on appelle la représentativité de ces organes, on va les trouver ici. Exemple. On dit comme ça. Par exemple, nous avons l'université. L'université géniale. Vous faites quand même la différence entre l'université et la fac. Dans le cadre de l'université, nous avons quoi? Plusieurs facultés. Eh bien, au sein du conseil de l'université, nous
communes. Alors, les personnes, alors, que ce soit ministère ou bien au niveau de collectivité territoriale, lorsqu'on procède à la création, alors les personnes qui sont là avec la collectivité, on va trouver, je ne connais pas tous bien sûr, on va les trouver ce qu'on appelle le conseil d'administration. D'accord? Certains, je ne connais pas. Ce n'est pas encore terminé le cas. Nous avons le deuxième, le principe de la spécialité. Nous avons le droit, ce qu'on appelle un principe général, et nous avons des exceptions. Alors le principe général, ça consiste à ce que le principe, alors comme je l'ai expliqué dans la présentation des établissements publics, j'ai dit que nous, à l'origine de la création d'un établissement public, se spécialiser pour individualiser. Ce qui fait, on va créer un établissement public, par exemple, l'OICF. Il y a des chemins de fer. Je donne un exemple parce que sûrement plusieurs étudiants ils utilisent le train. Alors, il est spécialisé l'activité de quoi? Transport. Nous avons les universités spécialisées l'activité de l'enseignement supérieur. Alors, c'est une activité qui est individualisée par rapport au ministère de l'enseignement supérieur. Maintenant, dans la fusion, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, il y a un nombre. Bon, il y a un rattachement. Bien, alors il y a la spécialité. Alors ça, c'est la spécialité, mais ça n'empêche, alors ça c'est le principe général, mais ça n'empêche que selon les critères de la jurisprudence administrative, aussi bien française que marocaine, à part l'activité principale, il se peut qu'il y aura une activité secondaire. Lorsqu'on va étudier le dernier élément des catégories d'établissements publics, je vais expliquer comment. Alors, nous avons le troisième élément, c'est le principe de l'autonomie. On a expliqué la présentation, mais on va aller expliquer davantage. Alors, lorsqu'on dit l'autonomie, c'est en termes de deux volets, lesquels? Financière, l'autonomie financière et administrative. Alors là, ça commence, à part le principe de la spécialité, l'autre différenciation par rapport aux collectivités territoriales. Les communes, le peuple, alors les élections communales ou régionales, le peuple qui se dirige physiquement et hors personne, les urnes pour voter, ses représentants, ce qu'on appelle le suffrage universel direct. Puis les établissements publics, il n'y a pas de suffrage universel direct. Ça, c'est le deuxième élément de différence. J'espère que vous êtes en train maintenant de faire des éléments de différence pour m'aider à la fin. Il est notable. Notez la différence. Deuxième différence, c'est que au niveau des organes des communes, on ne peut jamais, vous pouvez mettre un tiret, on ne peut jamais avoir la nomination. Un président du conseil communal, est-ce qu'il peut être nommé? Jamais de la vie. Parce qu'il est qu'un nommé, pas de démocratie et pas de décentralisation. D'ailleurs, c'est ce que faisait défaut à quoi? Sous l'ancien régime juridique. Je répète, c'est ce que faisait défaut quelle collectivité sous l'ancien régime? Province ou préfecture? La deuxième, c'est la région.
il y a une procédure, c'est qu'il y a un concours. Après le concours, alors nous avons bien sûr classe 1, 2, 3. Et par la suite, il y aura quoi? La nomination qui va émaner du chef du gouvernement sous la proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Auparavant, la nomination des présidents, et la même chose que les présidents des universités. Les présidents des universités, alors c'est la même procès. Alors, auparavant, c'était du ressort, les présidents des universités, alors les doyens, c'était du ressort du roi. Voilà. Alors, les collectivités territoriales, jamais, si on y la logique de la décentralisation territoriale, eh bien le chef ou bien l'exécutif ne peut jamais être nommé. Quand il est nommé selon CNR, c'est pour cela qu'on parlait, on disait qu'il s'agit d'une régionalisation et d'une décentralisation malaisée. Pourquoi? Parce que c'était nous, le gouverneur, qui constituait l'organe exécutif de la commune. Là, pour revenir à notre sujet, l'autonomie financière, comme a expliqué votre camarade, elle est concrétisée bien sûr par un budget. Alors, dans ce cas, nous avons plusieurs volets, c'est l'organisation, ou bien c'est l'autonomie administrative. L'autonomie administrative, il est surtout illustré par un directeur. Nous avons vu qu'il peut être nommé. Nous avons un conseil d'administration. Le conseil d'administration, comme je viens de vous expliquer, on peut avoir des élections internes, mais chez les peuples, c'est interne, et nous pouvons avoir un comité technique pour les affaires techniques. Alors, si on peut dire, l'organigramme administratif, alors vous allez m'aider, vous pouvez prendre à la fin, on va faire un organigramme. Il y a une différence au niveau même de l'organisation interne de la collectivité ou bien de la collectivité territoriale et une organisation interne spécifique, l'établissement public. Ce sont deux personnes morales de droit public et relèvent de la décentralisation, mais au niveau de l'organisation interne, il y a une différence. C'est bon? Alors, nous avons les catégories des établissements publics. Alors, c'est juste, je vous fais le rappel que nous sommes en train d'étudier la forme, une des formes de l'organisation administrative, le S3, deuxième partie du droit administratif, nous allons voir le service public en tant que forme de l'action administrative. On va voir d'autres éléments plus spécialisés et plus détaillés sur la question. Là, si on vous demande, par exemple, supposons que vous êtes dans un concours X, et on vous dit quelles sont les catégories des établissements publics. On a fait l'examen, ça peut être une question. Là, on va travailler les deux. Je vous ai dit, moi, avec vous, je travaille les deux plans. Les questions d'examen et peut-être des questions de concours, dans un entretien, quelque chose comme ça. Si on vous dit les catégories des établissements publics, tout court, je vous complique la vie, n'est-ce pas? Non? Alors, si on vous lit les catégories des établissements publics, eh bien, vous pouvez dire, parce que j'ai figurez-vous, l'approche des établissements publics locaux, les établissements publics nationaux, qu'est-ce que j'ai dit? Les établissements publics, je cherche toujours moins les problèmes. Alors, je vais dire que on peut évoquer deux classifications. Prenez note. Deux classifications.
publics locaux. Donc, je répète, je dis, je peux avancer deux classifications. Il n'y a pas une seule classification. La première classification que j'ai déjà évoquée, c'est une classification qui se base sur la personne qui est à l'origine de la création des établissements publics. C'est-à-dire que ça va nous donner les établissements publics au niveau national et les établissements publics au niveau local. Ça, c'est la première classification. Parce que l'autorité qui est à l'origine de la création d'un établissement public national, c'est pas celle qui est compétente pour la création d'un établissement public au niveau local. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah. Deuxième classification. Alors, vous pouvez encore le prendre d'habitude. Alors, la classification. Nous avons la classification des établissements publics. Toujours, faites attention, j'ai dit toujours. Première classification, établissement public à vocation nationale, ou bien établissement public à vocation locale. C'est clair avec la première. Dans la deuxième classification, c'est une classification qui se base non pas sur la création, bien la personne à l'origine de la création, mais elle se base sur l'activité de l'établissement X. Revenons à l'introduction de ce sujet. Nous avons dit que l'objectif de la création d'un établissement public, il consiste à individualiser une activité. Là, par exemple, au niveau des collectivités territoriales, ou là, au niveau national, les collectivités publiques exercent des activités ayant un caractère administratif et ils peuvent utiliser ou bien exercer des activités ayant un caractère commercial. Transport, c'est administratif, par exemple? Commercial. Si tu ne paies pas, tu ne vas pas monter. Si tu veux la première classe, il faut payer la première classe, sinon tu vas être viré la deuxième. C'est commercial. Bien. Alors, ce qui fait la deuxième classification, elle nous donne deux catégories. Ce qu'on appelle les établissements publics à caractère administratif, donc l'enseignement. L'enseignement supérieur, c'est une activité à caractère administratif sous réserve d'une petite remarque que je vais expliquer par la suite. Un établissement public à caractère administratif. Et nous avons un établissement public à caractère, ce qu'on appelle industriel ou commercial. Prenez un petit schéma, ça va vous aider à assimiler les catégories. Donc, la classification, je rappelle, il s'agit de la classification des établissements publics. Je reviens à l'activité administrative. Là, on ne parle pas, le centre Notre-Dame, de l'enseignement supérieur, les universités, elles font de l'activité administrative. Cependant, là, il y a quelques questions posées par les étudiants sur ce qu'on appelle les formations payantes. Alors, on nous dit, madame, non, il s'agit d'un service public administratif qui s'appelle SPA. Là, on va le revoir. On est encore le SPA et SI.
SPA, c'est un service public à caractère administratif. SPIC, c'est un service public à caractère commercial. Ça, c'est juste l'abréviation. Ils me disent, non madame, il y a des formations qui sont payantes les facultés. Oui, c'est vrai, on ne limite pas. Il y a des formations payantes à la fac. Et pire encore, on me dit, au début de l'année, on paie quelques frais. On paye quelques petits frais mais c'est d'assurance. Mais c'est juste des frais d'assurance. Revenons à la formation. La formation, on paie quand même 1000 ans. C'est dans ce sens que je reviens avec vous, par exemple, pour le cycle master. Cycle master, il y a des formations qui sont payantes et qui sont accréditées, qui sont tout à fait légales et ne sont pas contraires au principe de SPA. Comment? Je reviens avec vous, je vous dis le principe de la spécialité. Il y a une activité administrative. Alors, les universités, par exemple, elles sont autorisées à titre exceptionnel à recourir à des activités rentables, pour le SPIC, c'est-à-dire que c'est rentable, à des activités à caractère commercial, à côté de la formation payante, si tu ne peux pas, tu ne vas pas accéder à la formation. Mais ça reste une activité secondaire et non pas une activité principale. Pourquoi on fait ça? Parce que vous savez, les facultés et les universités en général, ils ont besoin de rendre plus performants et plus sophistiqués ces moyens. Les moyens comment? Alors, les ressources financières, elles sont destinées et utilisées pour rénover les facultés, c'est-à-dire qu'ils sont, s'ils sont prises de ce côté, ils sont utilisés dans un autre côté, bien sûr dans le côté de la gestion des facultés. C'est vrai que nous serons, je vous ai dit, on va étudier d'une manière détaillée la différence entre les SPIC et les SPA, parce que la question principale qui se pose, quels sont les critères parce que la loi ne dit rien, quels sont les critères qui nous permettent maintenant, il s'agit quand même de vous donner un bref aperçu sur cette question. D'abord, logiquement parlant, l'activité, on va se rattacher l'activité. Alors, l'activité commerciale, c'est toute activité qui peut être assurée par une personne privée. Alors, on dit tel établissement public, industriel ou commercial, c'est un établissement public dont l'objet de l'activité peut être exercé aussi par une autre personne privée. Alors, ça, c'est le premier critère, et les critères, ils ont été établis par la jurisprudence administrative, bien sûr, française, à l'occasion de l'arrêt BAC des locaux. On va le voir, Inch'Allah, l'année prochaine, si on des travaux dirigés. On aura Inch'Allah l'occasion de faire, pas comme cette année-ci. Cette année-ci, on a une session très gentille. On n'a fait que les dissertations. L'action, on va faire les dissertations, on va faire les commentaires d'arrêt. À chaque fois, on va prendre un arrêt, on va en faire le commentaire pour comprendre les jurisprudences en quoi consiste. Bien. Nous avons aussi les SPA, nous avons par exemple les règles de la comptabilité publique. Les règles de la comptabilité publique. Alors, pour un établissement public à caractère industriel et commercial, automatiquement, c'est la comptabilité adoptée du secteur privé. Troisième caractéristique, ou bien troisième critère, ou bien l'autre critère dégagé par la jurisprudence administrative, c'est que le régime juridique, bien les relations avec les usagers, le SPA, c'est purement, et ça relève purement du droit administratif. Alors que les SPIC, la relation avec les usagers,
s'agit de vous donner l'objectif, c'est de les différencier par rapport à la décentralisation territoriale. Et je reviens sur la remarque principale que j'ai avancée, c'est que les critères développés par la jurisprudence, on va les développer sous l'égide des services publics. Je crois maintenant qu'il faut passer le tableau récapitulatif de ces différences entre la décentralisation territoriale, les collectivités territoriales. Est-ce que quelqu'un peut passer ici pour écrire à ma place? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Un volontaire? Il n'y a pas de volontaire? Voilà. Je vais le faire. Alors là, on va faire un tableau récapitulatif de la différence entre un établissement public, c'est-à-dire là, tu vas l'écrire avec le tableau. Alors, un tableau de parties. Là, on va faire la différence entre la décentralisation territoriale, c'est-à-dire, je vais entre parenthèses, les collectivités territoriales, et les... Tu vas mettre juste les collectivités territoriales, et ici, tu vas mettre les établissements publics.
fondamentale. Si l'étudiant ne réussit pas, c'est qu'on s'il n'a rien fait d'organisation. Voilà, le principe de la spécialité. Le principe de la spécialité, c'est pour individualiser certaines activités. Ici, par contre, que les collectivités territoriales, il n'y a pas de spécialité. Il n'y a pas de spécialité. Pourquoi? Vous pouvez justifier votre réponse en disant l'ensemble des collectivités territoriales qui sont dotées de ce qu'on appelle un socle. Ici, on peut avoir une activité secondaire, on peut mettre sous réserve que l'établissement public en question il peut exercer une activité secondaire. Qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter? L'autonomie. Mais ça, c'est un point en commun. Alors là, l'autonomie financière est ici et elle est là. Qui se compte? Comment? Oui. Alors, l'autonomie, elle est concrétisée par un budget. Tu mets un budget, c'est égal budget. Et ici,